Donc on va se demander aujourd'hui pourquoi il faudrait déployer une solution, une plateforme de location intelligence dans son entreprise. On va essayer d'expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Voilà. Donc, on s'est présenté, donc juste pour vous rappeler un petit peu ce que nous faisons chez Arctic. Nicolas est le directeur projet, directeur d'études et projets. Parce qu'en fait, on a deux pôles chez Arctic. On a le développement des produits, des logiciels, qui est piloté par Jérôme Guyot. Et puis on a la réalisation des prestations de services, c'est-à-dire des projets et des études, qui est piloté par Nicolas. C'est un principe assez intéressant parce que ça veut dire qu'on a l'équipe de Nicolas qui utilise les produits développés par les collègues de l'étage à côté pour livrer les clients et qui du coup peuvent interagir très très rapidement, ce qui nous permet d'avoir un cycle d'innovation et de remontée terrain extrêmement efficace. Et de mon côté, je suis la directrice générale, je m'occupe particulièrement de l'animation des équipes commerciales d'Arctic qui sont bien sûr avec vous aujourd'hui. Alors, la location intelligence, pourquoi est-ce qu'on se pose cette question de mettre de l'intelligence dans la localisation? En fait, on s'en rend compte, la localisation, elle est partout. On dit en général, tout se passe quelque part. C'est-à-dire, on va se poser des questions, comme on l'a fait tout à l'heure avec Angélique Annabelle, sur où est-ce qu'on doit implanter nos points de vente, nos agences de services, nos usines. Comment est-ce qu'on va attirer des gens pour venir travailler chez nous quand on est en ressources humaines. On va se poser des questions aussi sur le temps, sur le coût des trajets, sur où se trouvent nos clients, nos prospects, où sont nos concurrents. Donc, cette notion du où, c'est quelque chose d'absolument essentiel dans notre activité à tous. C'est même assez universel. Cependant, les entreprises aujourd'hui ont des difficultés, ont du mal à exploiter cette notion de cet angle spatial. Pas si évident que ça, parce que les données disponibles sont de plus en plus volumineuses, complexes, il y a beaucoup de nettoyage à faire, comme vous le disiez aussi. Parce que l'analyse géographique réclame des compétences qui sont quand même assez rares dans les entreprises. Parce que souvent on se dit, oh là, il va falloir que j'ai des ressources spécialisées, dédiées à cette thématique, et ça me paraît insurmontable. Parce qu'on a aussi, comme vous disiez tout à l'heure, mesdames, quand on compare un petit peu les solutions du marché, on est face parfois à des solutions logicielles qui sont extrêmement complexes et coûteuses, qui sont très longues à déployer, ce qui est complètement inadapté par rapport à la réactivité qu'exige le terrain. Du coup, on a quand même parfois des gens qui se découragent. Et nous, en tant que PME chez Arctic, ça nous a donné l'idée de continuer dans notre démarche, qui est de proposer des solutions face à ça. Chez Arctic, on a décidé de se positionner au croisement de deux mondes, qui sont des mondes passionnants, chacun de leur côté, qui sont la notion de système d'information géographique, qui sont les champions de tout ce qui est localisation, de la description du territoire, avec souvent beaucoup de précision, de finesse et force au détail. On a nos autres cousins d'à côté qui sont le monde de la business intelligence et qui sont aussi d'ailleurs des gens de la data science. Eux, ils s'occupent de savoir de quoi on parle et quand ça s'est passé. C'est notamment toute la notion de reporting et d'analyse avec des chiffres, avec des tableaux, avec des comparatifs. Et puis, ce qui nous a paru intéressant, c'est d'ajouter à ces dimensions-là la notion du pourquoi ça s'est passé et aussi du comment cela pourrait-il se passer si on agissait sur notre réalité et si on changeait quelque chose. C'est évidemment quelque chose de passionnant, c'est ce que vous montrait là tout à l'heure sur si on groupait les deux agences, est-ce que ça me permettrait d'être plus rentable tout en servant mieux les clients. C'est quelque chose d'assez passionnant parce qu'aujourd'hui, quand on rencontre nos clients, souvent, ils ont l'impression de subir des choses qui les écrasent au quotidien, que ce vienne de l'extérieur ou de l'intérieur de leur structure. Et quand on leur montre qu'assez facilement ils vont pouvoir agir, ça les soulage et ça les enthousiasme. Et donc nous, quand on les accompagne, c'est vraiment un challenge intéressant. Et donc à cet endroit-là,
que se trouve la fameuse notion de location intelligence, ce que l'on peut traduire en français par les applications géodécisionnelles. Alors c'est un marché, on en parlait en introduction avec Georges-Antoine et Alain Turel, qui représente un intérêt croissant pour les entreprises au niveau international. C'est pour ça qu'on ne fait pas encore 50 milliards, on n'est pas encore à 500, mais on ne sait jamais, hein, peut-être qu'un jour on grossira tout en restant, tout en gardant notre identité. Là on a des sources Gartner de 2019 qui montrent une prévision de croissance du marché de la location intelligence dans le monde, avec une augmentation annuelle de 12%. Donc on voit en fait que les entreprises aujourd'hui investissent et vont investir de plus en plus dans ce domaine. C'est pas juste pour nous faire plaisir, c'est parce qu'il y a vraiment un besoin et que ça rapporte de l'argent et que le retour sur investissement est rapide. Dans ce contexte, on a donc choisi de permettre aux entreprises, alors entreprises au sens large, hein, c'est aussi des organismes, puisqu'on a quand même la moitié de nos clients en gros qui sont dans le secteur public et assimilé, de permettre aux entreprises, aux professionnels, d'enrichir leurs analyses grâce à la dimension spatiale pour mieux piloter leurs activités avec rigueur, cette notion de la rigueur scientifique étant toujours présente dans nos outils, mais sans exiger de compétences techniques particulières. On a l'habitude de considérer que nos utilisateurs, ce sont des experts de leur propre métier. Donc ce sont des médecins, ce sont des marketeurs, ce sont des pros de la vente, ou de la finance, ou des RH. Ils acquièrent des compétences techniques. Alors quand on dit 100 compétences techniques particulières, ce qu'on veut dire, c'est que ce sont des compétences qui peuvent s'acquérir en quelques jours et que ça ne va pas nécessiter de retourner 5 ans à la fac. Si, c'est interdit. Alors, du coup, c'est de tous ces constats qu'est née l'offre Arctic Platform. Arctic Platform, c'est donc dans notre offre. Donc c'est une offre qui a moins de 2 ans et qui équipe déjà plus d'une centaine de clients. Cette plateforme, elle est privative, c'est-à-dire qu'elle va être dédiée à une entreprise. Et elle va permettre de mettre à disposition tous les outils pour concevoir, analyser, diffuser des cartes, des tableaux de bord, des applications géoanalytiques qu'on a l'habitude d'appeler en self-service, c'est-à-dire que les utilisateurs pourront aller en disposer eux-mêmes, hein, la notion de l'autonomie de l'utilisateur métier étant au cœur de toutes nos réflexions. Et le principe, effectivement, c'est aussi de pouvoir correspondre aux exigences des DSI qui sont là pour veiller à ce que l'environnement soit tout à fait compliant, que l'accès aux données soit sécurisé, que les process soient parfaits, soient impeccables. Alors, quand on représente un petit peu l'environnement Arctic Platform, le schéma peut paraître un peu complexe, mais si on lit de haut en bas, ça devient plus simple. Il y a un socle d'administration, donc il y a un administrateur. Dans les projets Arctic Platform, il y a toujours quelqu'un de la DSI quelque part, que ce soit chez le client ou chez nous, qui essaye de se faire le plus discret possible et qui sont super efficaces et qui mettent en place un environnement propre, sécurisé, carré, qui va être fiable, qui va être maintenable et qui va encadrer cet ensemble. Ensuite, on a les gens qui vont concevoir. Les gens qui vont concevoir les analyses. C'est le même profil, c'est d'ailleurs le même outil que celui que vous connaissez, c'est le même studio de conception de cartes et données, avec notre fameuse marque de fabrique de l'organigramme. Donc il y a des analystes qui vont pouvoir produire, toujours, bien sûr, parce que les supports ne s'opposent pas, des supports imprimables, du PDF, des rapports par mail. Et puis, on va pouvoir aussi aller un peu plus loin dans cet environnement-là. On va avoir des utilisateurs qu'on a appelés experts. Les analystes sont aussi tout à fait des experts, les feuilletons, tous les mots produits. Donc, des experts qui, eux, vont pouvoir produire des applications sans être des informaticiens et sans faire une seule ligne de code informatique. Des applications de 2 catégories, celles qu'on appelle des atlas, qui se consultent tout ça dans un navigateur web,
avec des cartes interactives. Et puis, ce qu'on appelle des wizards, on en a vu un tout à l'heure, qui sont des petits assistants avec étape 1, étape 2, étape 3, où on va réaliser de manière guidée un process. Et on va obtenir un résultat en quelques minutes. Et donc, on a un rôle aussi dans cette partie plateforme de gens qui vont être des explorateurs. On va détailler ça tout à l'heure, qui vont consommer les résultats. Alors, je vais te laisser Nicolas expliquer un petit peu plus en détail ce que ça signifie, ces rôles. Donc effectivement, le premier rôle, en fait, celui qu'on est tout à fait à droite, qui est vraiment spécifique à la plateforme, c'est le rôle d'administrateur. Donc tu l'as dit, c'est la DSI, qui va avoir la possibilité de piloter depuis un back-office l'ensemble des accès, l'ensemble des connexions, je vous montre dans le détail, de toute façon, tous les éléments, de gérer les groupes, les droits d'accès, que ce soit les droits géographiques, les informations, de gérer l'infogérance, forcément, si j'ai envie de voir tout ce qui est monitoring des différents services. Et ça se fait assez simplement, c'est-à-dire que c'est une approche qui est intuitive, qui se prend en main dans une journée, en fait, d'accompagnement de notre équipe DSI, qui est représentée ici par Josy. Voilà, ça se fait assez simplement. À l'opposé, en fait, de ce rôle, on a le rôle de l'explorateur, qui est du coup celui qui est juste à côté, qui lui, par contre, est à l'opposé l'utilisateur métier. Ça va être le commercial, ça va être le consultant sur le terrain, ça va être le marketeur qui, lui, n'a pas besoin de formation et va avoir accès à un microservice, à une application comme tout à l'heure on a vu avec le Wizard ou un adresse. Juste après, on a effectivement l'expert. Alors l'expert, comme tu disais, il fallait bien trouver un nom. C'est celui qui va avoir la possibilité de créer toutes les apps, toutes les applications. C'est le profil, on va dire, le plus technique au niveau de l'usage de la solution, mais du coup, dont la formation va être la plus longue, mais qui va durer 5 jours au maximum. On pourra être totalement autonome et pouvoir créer ces applications. Et puis, on a le rôle historique, l'analyste, du coup, qui lui peut travailler en complément justement de l'expert. Généralement, on a souvent un expert et plusieurs analystes, les analystes permettant de créer des analyses qui vont être exploitées par l'expert, qui lui va modéliser les analyses et générer en fait tout ce qui va être print et rapport. C'est important pour nous de distinguer des rôles, parce qu'en fait, vous voyez qu'il y a des petites étoiles au niveau des prix, et aussi des différences importantes au niveau de la durée de la formation. L'idée, c'est qu'on ne va pas s'amuser à fournir la totalité des capacités à tout le monde. On va essayer de discriminer pour que chaque personne puisse avoir la licence qui correspond le mieux à ses besoins. Et du coup, on va être économe et économiquement et aussi en termes de temps dédié à la formation, sachant que c'est évolutif, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de nos utilisateurs historiques qui sont des analystes qui, au sein des plateformes, deviennent des experts. On a une montée en compétences, et ça c'est assez appréciable aussi, parce qu'on a quand même, ça nous pose des problèmes parfois d'ailleurs commercialement, parce qu'en fait nos utilisateurs sont des gens qui sont super performants dans leurs entreprises, du coup ils ont des promotions, des évolutions de carrière, et après il faut retrouver des successeurs pour reformer, mais ce tremplin pour passer de l'analyste à expert fonctionne très très bien. Et effectivement, le principe, tout à l'heure je vous entends en parler, lorsque en 2015 on s'est posé la question de savoir comment on allait justement survivre, du coup, et rénover notre gamme, on s'est dit, voilà, notre objectif, ça va être, au sein des entreprises, d'aller en fait intéresser tout le monde. Un vaste panel en fait, d'utilisateurs. Et c'est pour ça du coup qu'on a créé ces rôles qui sont en fait assez représentatifs des rôles qu'on peut avoir dans les entreprises et qui permettent justement de déploiement complet. On va te laisser t'installer pour la démo. Donc on va essayer de regarder un petit peu en coulisses comment ça fonctionne tout ça. Je vais essayer de tenir le main et reculer de l'autre. J'espère que je vais bien y arriver. Donc là, effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que l'accès en fait, à la plateforme se fait sur le même espace, quel que soit le rôle en fait, de l'utilisateur. Donc je vais commencer par me connecter en tant qu'administrateur, donc DSI. Et je vais avoir accès en fait, à un espace d'administration dans lequel en fait, je vais retrouver tous mes éléments sur le côté, tous mes tableaux de bord, en commençant par donc, les services, donc, le monitoring
les services, ce qui me permet de visualiser que l'ensemble des services de la plateforme sont bien accessibles, avec effectivement tous les éléments, tous mes backups, tous mes systèmes de sauvegarde, de façon à être sûr qu'en cas de problème ou en cas d'élément, je puisse relancer ou récupérer les fichiers de mes utilisateurs. J'ai la liste de mes utilisateurs connectés, de mes groupes de travail, et ainsi de suite. Je vais pouvoir du coup connecter ma plateforme à mon environnement. Mon environnement, qu'il s'agisse d'un environnement qu'on appelle LDAP, donc ça veut dire c'est un annuaire d'entreprise concrètement pour pouvoir récupérer mes utilisateurs et les groupes d'utilisateurs. Ça peut aussi être ce qu'on appelle le single sign-on, le SSO, donc avec tous mes éléments. Là, l'intérêt, c'est qu'en fait, dans ce cas-là, on est vraiment dans un système entièrement connecté. L'utilisateur n'a même plus à saisir son mot de passe. Il peut comme ça accéder à la plateforme depuis son intranet, par exemple, sans avoir à ressaisir ses identifiants. On est dans ce cas-là sur un système qui est totalement intégré au système de l'entreprise. Effectivement, la gestion des droits d'accès des utilisateurs, des authentifications, ça fait vraiment partie des préoccupations permanentes des entreprises aujourd'hui. D'une part, côté DSI, parce qu'on doit veiller à chaque fois qu'on a un nouvel arrivant, parce qu'il puisse accéder le plus vite possible aux applications qui vont être ses outils métiers, qui n'attendent pas un mois pour avoir ses codes, ses accès. D'autre part, quand des gens partent ou changent de fonction, là aussi, qu'il n'ait plus accès aux applications, et que ce soit le plus transparent possible. Puis côté utilisateur, je pense que vous avez tous remarqué que quand vous êtes obligé d'apprendre 50 mots de passe, c'est pas très sympa, et que ça contribue à encourager les gens à plus se servir des applications, parce qu'on a tellement aujourd'hui des codes à mémoriser qu'on en peut plus. Quand on avait fait toutes nos analyses sur les premiers projets, souvent le fait qu'une personne doive se souvenir d'un nouveau mot de passe, de se reconnecter, c'était vraiment un fléau, quoi. Ils n'en pouvaient plus et ça a contribué à ce qu'ils arrêtent d'utiliser l'application. Donc là, tous ces systèmes avec des noms un peu abscons quand on n'est pas informaticien ont été développés par notre équipe IT. Ils fonctionnent très très bien et sont tout à fait compatibles avec tous les grands standards utilisés par les entreprises aujourd'hui qui du coup rendent le problème transparent pour l'utilisateur final. Puis vous voyez aussi bien sûr là, les questions de certificats de sécurité, les certificats SSL qui va permettre de mettre en place bien sûr tout un tas de sécurité dans la transmission des informations. Donc là, en fait, on s'est rendu compte assez vite que c'était des impératifs. Dès lors qu'on est dans une installation sur un grand groupe, c'est impératif de pouvoir se connecter, de pouvoir respecter la sécurité. Donc c'est pour ça qu'on a fait ça. On a créé aussi la possibilité de créer des groupes d'utilisateurs, donc soit de récupérer des groupes depuis les labs, soit de créer des groupes, ce qui permet vraiment à l'administration, à la DSI, d'attribuer en fait, des droits en fonction justement du groupe et de rôle dans l'entreprise. On a aussi du coup la possibilité pour la DSI de visualiser les logs. Ça c'est quelque chose de récent qu'on a rajouté qui est devenu indispensable en fait, complètement. Et ce qui permet en fait pour une entreprise et pour une DSI de s'assurer de l'usage de la solution. C'est même la base, c'est-à-dire qu'en fait c'est s'assurer que l'investissement qui a été réalisé est bien rentable et que du coup l'application est bien utilisée. Donc là, du coup, on a toute une interface qui est spécifique là-dessus et qui permet de voir quels sont les usages qui sont réalisés sur l'application, quels sont aussi les pics d'activité pour pouvoir justement adapter aussi l'infra qui va être mise en place par la DSI si jamais notamment il y avait besoin d'augmenter l'espace, d'augmenter la RAM. Choisir les périodes de maintenance aussi, en mettre vraiment les gens. Exactement. Et on a aussi toutes les informations du coup, que la DSI peut transmettre à ses utilisateurs avec une page d'actualité qu'elle peut créer, par exemple notamment dans le cas d'une maintenance, lorsqu'il s'agit de signaler aux utilisateurs que l'application sera disponible pendant 2 heures entre minuit et 1h du matin le lundi soir. Puis des actualités plus sympas aussi, on est en train de travailler avec des clients plateformes en ce moment pour diffuser des tutos, des best practices, des liens vers des vidéos pour accompagner les gens dans l'utilisation et les encourager et faire en sorte que cette démarche collaborative fonctionne. Et donc effectivement, l'administrateur peut diffuser des messages comme il veut et animer sa communauté d'utilisateurs. Et puis le dernier élément qu'on a rajouté pour les DSI, c'est la partie corbeille.
Ça paraît tout bête, mais c'est de récupérer les fichiers des utilisateurs qui ont pu être supprimés par accident. Donc là, en l'occurrence, ça c'est vraiment l'interface qui est dédiée à la DSI. Hop. Lorsque par contre, je suis un expert qui va concevoir en fait mes différents éléments et que je me connecte, j'ai accès à cette interface. Donc là, on est sur l'interface, pour le coup, de conception, où on retrouve du coup un accès à des dossiers, mon espace, il y a des groupes de travail. Voilà. Donc là, ici, on en a quelques-uns, qui me permettent en fait, pour le coup, de créer, d'inviter des utilisateurs, donc en complément de DSI, pour pouvoir accéder de nouveau aux différentes applications qu'on va avoir, et qui va vous permettre, comme on l'a vu tout à l'heure, de créer tout ce qui va être la classe. Peut-être même celui qu'on fait sur le groupe. Pas là, parce qu'il est sur cette année. Je ne suis pas sur le plateforme, justement. Ou alors des wizards. Donc ce que je peux montrer, c'est effectivement, je vais vous montrer un qui est sur notre site aussi, le pilotage commercial. C'est-à-dire qu'en tant qu'expert, je vais pouvoir concevoir un atlas comme celui-ci, par exemple. Et je vais avoir accès à toute l'interface de création de cet espace, ici. Voilà. Où je vais pouvoir créer, du coup, les différentes URL, mes différentes applications, mes mises en page. Donc les atlas, ce sont des applications cartographiques interactives qui vont être diffusées soit sur un site web grand public, soit sur un intranet avec une authentification préalable, qui sont consultables aussi bien au travers d'un navigateur sur un ordinateur de bureau que sur un smartphone. Tout ce que l'on crée à l'intérieur d'Arctic Plateforme va être automatiquement lisible depuis un smartphone. On n'a rien à faire de plus pour créer la version mobile de son application. C'est devenu un peu assigné ce truc, heureusement. Donc tout ce qu'on va pouvoir produire là va être directement visible de notre public d'utilisateurs finaux. Et du coup, ce public-là, par exemple, je vais me connecter en tant qu'explorateur. Donc là, tu vas prendre le rôle du lecteur final, Exactement. qui n'a jamais été formé. Exactement. Et donc, tu peux le faire depuis son téléphone aussi. Et qui va accéder du coup ici. Bon, je ne sais pas si vous voyez, j'ai encore beaucoup de temps. Il va accéder en fait ici. Donc, il va accéder, effectivement, ça change. Il va accéder aux différents groupes. Ici, ok, il a accès. Donc là, j'en ai que 4. Tout à l'heure, en tant qu'expert, j'avais accès à une multitude de groupes. Et alors, je vais cliquer sur chacun d'entre eux. Je vais pouvoir visualiser seulement les informations auxquelles j'ai accès. Donc, par exemple, ici, un wizard, qui va me permettre en fait juste d'accéder à une interface qui m'est mise à disposition pour pouvoir sélectionner ce que je souhaite. Donc là, par exemple, ici, on est sur un wizard des outils d'implantation. Imaginons que je suis un responsable régional. Je veux tester en fait l'implantation d'un nouveau point de vente en Gironde. C'est bon. Celui qui existe déjà. Bon, théoriquement, on voit un frontier, mais je pense que la connexion Internet, c'est pas un souci. Le but, c'est pas de vous montrer un wizard comme on vient de le faire juste avant. Le but, ça vient marcher Internet. Sur le Wi-Fi, mais je sais pas. J'en sais rien, parce que. GPS privé. C'est bon, je suis déjà un peu à la vidéo. Je sais pas. Là, j'ai pas les frontiers, donc. Bon, c'est pas très grave. Oui, ça permet aussi de constater qu'une application de cartographie décisionnelle elle peut fonctionner très bien, même si on n'a pas de DAL. On continue, puisque vous savez que les cartes elles sont constituées de plusieurs couches. On a les DAL qui
qui viennent notamment de notre serveur OpenStreetMap qui donne les routes, les forêts, etc. Et on a les contours qui sont les polygones, là ça devrait être des communes. C'est les communes, exactement. Et puis par-dessus, on rajoute des informations statistiques. Donc même si on a pris l'habitude maintenant grâce à une application qu'on a tous sur nos smartphones de mettre des dalles systématiquement dans toutes les applications cartographiques, elles ne sont pas forcément toujours nécessaires. Et ça marche quand même. Donc concrètement, en fait, les atouts d'Arctic Platform, c'est, si jamais on doit les résumer, on peut les résumer en 3 blocs. Côté infra, c'est la possibilité d'avoir un serveur dédié, un précis, installé chez le client, sur son infra, avec l'aide de notre PSI. C'est le fait d'avoir un stockage illimité, puisqu'en fait, évidemment, à partir du moment où vous avez la maîtrise du serveur, de l'hébergement, vous avez la possibilité de dimensionner votre serveur en fonction de vos besoins. Donc ça, la sécurisation des connexions, donc connexion effectivement aux utilisateurs, mais aussi connexion aux bases de données. Ça, par exemple, tout ce qui va être connexion aux DPC, par exemple, pour pouvoir se connecter à des CRM, des outils internes, des bases de données. La synchronisation vis-à-vis des comptes, comme on l'a dit, donc ADL, SSO, tous les standards de marché. Et puis la possibilité pour la DSI d'administrer et d'avoir accès à un type de licence qui est spécifique pour le coup aux plateformes, qui sont les licences jeux, ce sont des licences concurrentes en fait concrètement, avec des accès simultanés, c'est-à-dire une licence qui va être partagée entre plusieurs utilisateurs pour pouvoir permettre justement du coup l'usage de ce type de licence d'accès concurrent. Un grand nombre d'utilisateurs, puisqu'en fait potentiellement il n'y a pas de limite, hein, parce que à partir du moment où vous déployez, en fait on a certains de nos clients, on a tout à l'heure, qui ont déployé auprès d'un nombre important d'utilisateurs. Tout un réseau. Donc, on est sur un réseau de franchise de 1000, 2000, 3000 personnes, ça commence à faire. La partie donc tableau de bord et supervision de ces utilisateurs, et puis la communication et la conversion. Il y a aussi tout un élément en fait, qu'on n'a pas évoqué, c'est tout ce qui est fonction avancée. Et ça, c'est ce que justement utilise notre équipe, notre équipe de développeurs. C'est la possibilité d'exploiter l'API en fait, par-dessus, pour pouvoir en fait, intégrer les développements, les atlas, les wizards qu'on a pu réaliser, dans les développements dans des solutions tierces, pour avoir une intégration totale, par exemple, dans le CRM, d'une application intégrale. Alors l'API, ce sont des interfaces qui permettent à des développeurs de rajouter du code. Là, c'est le seul moment, on va dire, où justement on a besoin de les codes. Parfois, on peut avoir envie d'intégrer du code pour modifier l'interface, pour générer des interactions, etc. Donc ça, c'est la partie, effectivement, qui est réservée à des gens qui ont des compétences en ligne. Un autre élément aussi qu'on n'a pas évoqué, c'est la possibilité de créer des rapports. Alors surtout, à partir du moment où vous avez identifié les personnes qui vont se connecter à l'application, les explorateurs, on peut à la fois leur fournir des accès, mais on peut aussi leur fournir des rapports, c'est-à-dire produire en fait des études, et les automatiser de façon à ce que ces études-là soient fournies par exemple tous les lundis matin avec leur rapport d'activité de la semaine, via mail, et surtout via un accès pour l'explorateur à un espace sur la plateforme qui lui permet de télécharger les informations. Et là, dans ces cas, la plateforme, ça devient aussi quelque part une chaîne, en fait, un petit peu, c'est-à-dire un outil de stockage et de fourniture d'accès au dossier. Ça, c'est quelque chose qu'on a mis en œuvre techniquement cette année. Souvent, on a la sensation qu'on oppose un petit peu l'utilisation d'une appli web avec l'utilisation de rapports qui vont être figés, qui vont être produits à un instant T, qui vont être imprimables, qui vont être fournis par mail, etc. La plupart des grands éditeurs ont l'habitude même de parler de BI, par exemple, moderne et de ce qui serait classique. Et donc, dans le classique, on met tout ce qui va être justement imprimable, du papier, des choses joliment mises en page, faciles à lire, etc. C'est un clivage qui est extrêmement pratique pour faire des économies chez les éditeurs, parce que du coup, on ne prend plus qu'une équipe de développeurs, on fait du web, je comprends pourquoi ils poussent cette idée-là. Chez nous, on a accepté de maintenir des équipes qui font du web et des équipes qui font des productions pour le print,
Ça nous coûte plus cher, mais c'est parce qu'on est beaucoup plus en phase avec la réalité de nos clients. Par exemple, l'histoire de l'envoi de rapports automatisés par mail. En fait, on s'est rendu compte que, étant donné qu'un middle manager dans une entreprise, par exemple, il va avoir entre 10 et 15 outils indispensables à l'exercice de son métier, l'outil informatique. Ça va être quand même assez fastidieux pour lui d'y aller toutes les 5 minutes pour voir ce qui se passe. Il va être tout le temps sollicité, il a tout le temps une espèce de situation de culpabilité de courir après l'information. On lui dit, t'as vu ça? Non, je n'ai pas encore eu le temps de voir. Voilà. Donc en fait, on a travaillé avec des groupes de clients, on s'est rendu compte que ce qui était très chouette, c'est de leur envoyer régulièrement, bien sûr avec une périodicité qu'on choisit pour ne pas polluer non plus le boîte mail, un rapport sur leur zone. Par exemple, comment fonctionne votre agence, comment fonctionne votre secteur, comparativement avec l'autre, avec le national, avec l'Europe, etc. Et à ce moment-là, il y a des zones dans le rapport où ils vont remarquer qu'il y a quelque chose d'un peu bizarre. Il y a une dissonance, à un moment donné, ils vont dire, tiens, pourquoi sur cette gamme de produits, moi j'ai des mauvais résultats par rapport à mes collègues, ou inversement, voilà, on a cartonné par rapport aux autres, c'est sympa que je remercie mes équipes. Et donc, il va recevoir un rapport mail avec des liens cliquables qui vont l'emmener sur la bonne carte de l'application, où il va tout de suite aller à l'essentiel. Et on va en fait faire comme ça un dialogue entre les applications et les envois d'email et les reports. Et il va pouvoir comme ça, à la limite, consulter son rapport dans le train ou dans l'avion et aller se connecter à son appli quand il sera au bureau par exemple. Et c'est pas du tout incompatible. Et l'envoi d'emails automatisés aux explorateurs de la plateforme fait partie intégrante des fonctionnalités. Il ne faut pas acheter un outil en plus pour avoir le droit d'envoyer des mails aux gens. Ce qui, en général, est le cas sur le marché. En complément, du coup, on a aussi des fonctionnalités qui sont spécifiques, comme les référentiels anti-étendus. Ça peut être utile pour pouvoir justement créer des profils camions lorsqu'on est sur des problématiques de logistique, par exemple, qui nécessitent différents profils camions, donc une donnage ou une comparaison boîte. On va avoir la possibilité d'intégrer des différents référentiels, surtout différents paramètres en fonction des profils utilisateurs qui vont exploiter la solution. À la fois en tant que créateur, mais aussi en tant qu'explorateur, par exemple, s'il s'agit de calculer une distance autour d'un site, autour d'un point, pour pouvoir extraire une liste de points directement sur la place. On rappelle qu'on est partenaire international de la société TomTom, qu'on a choisi pour la qualité de ses référentiels, qui permet de faire des calculs de distance et de temps. Ça veut dire que même si aujourd'hui encore la plupart de nos clients sont localisés en France, de plus en plus de nos clients traitent de problématiques à un niveau européen, voire international. Donc c'est très important pour eux d'avoir ces cartes France et le reste du monde sur des profils piétons, véhicules légers, poids lourds, mais même en faisant des paramétrages avancés. Pour ceux que ça intéresse, vous pourrez aller regarder sur notre chaîne YouTube l'intervention de notre client Colas qui était intervenu il y a 2 ans. Et en fait, le dernier élément qu'on a mis en bas volontairement, c'est parce qu'en plus on a envie de faire évoluer, c'est la synchronisation de documents, qui en fait donc, permet concrètement, lorsque une connexion à une base de données est difficile, impossible pour des raisons de sécurité, de synchroniser le dépôt de fichiers sur le serveur avec leur lecture et l'application de la place. Ça nous a été demandé. Aujourd'hui, ça existe pour les DSI, et là, l'idée, c'est d'améliorer en fait l'interface pour pouvoir permettre carrément à des experts de pouvoir choisir tout simplement les fichiers qu'ils vont pouvoir automatiser. Donc, par exemple, imaginons, votre CRM dépose toutes les semaines, donc lundi matin, un fichier qui va être lu par la plateforme et qui va permettre en fait de l'alimentation de la place tous les ans. On a prévu de citer quelques cas d'usage de clients qui nous ont autorisé bien sûr à communiquer, sachant que sur les 120 plateformes qui sont installées aujourd'hui, il y en a de nombreux autres, donc c'est pas du tout restrictif. Et parmi les intervenants du jour, que ce soit Elsan ou MNA ou Crédit Agricole, ce sont tous des clients plateformes. Et donc vous aurez d'autres exemples concrets au cours des prochaines conférences.
Donc là, on a mis en valeur 4 exemples qui sont assez représentatifs de la diversité des usages. Ce sont à chaque fois des personnes qui ont témoigné d'une manière un peu plus large et qui aussi ont des vidéos YouTube que vous pouvez regarder si ça vous intéresse. On peut vous mettre en contact avec eux parce que les interactions entre professionnels, c'est quelque chose d'extrêmement important. Là, on a notamment Xavier Poulain de la société LDC, qui est la société qui produit les poulets de Loué, les autres maris et tous ces produits agroalimentaires à base de volaille, qui effectivement sont localisés pas très loin d'ici, à Savé, à côté du Mans, qui eux travaillent sur des problématiques à la fois d'animation de leur force de vente, puisqu'ils ont en fait 50 secteurs commerciaux et leurs commerciaux rendent visite à des professionnels de la grande distribution, viande, rôtisserie, des chaînes de supermarchés, hypermarchés. Donc ça c'est assez classique si on peut dire dans une problématique géomarketing. Et puis ce qui est intéressant c'est qu'ils ont aussi, donc eux aussi ils ont connu leur crise façon Covid, mais côté vétérinaire, notamment avec la grippe aviaire il y a quelques années, et ils ont toute une chaîne de traçabilité et de PC de crise dans le côté contrôle des risques sanitaires de la chaîne de production, qui font aussi partie de leurs usages. Et donc là c'est assez intéressant parce que souvent dans les entreprises, enfin, quand une plateforme est installée, elle est plutôt faite pour répondre aux besoins d'un métier qui est le plus volontaire, le plus pionnier dans l'entreprise, qui parfois c'est la vente ou le marketing. Et puis une fois que la plateforme existe, tout d'un coup on se rend compte qu'il y a d'autres gens qui peuvent en profiter et en bénéficier. Là c'est typiquement ce qui a été le cas, c'est que le côté vétérinaire s'est ajouté ensuite dans la plateforme et ils font partie des gens qui s'en servent beaucoup. Un autre exemple dans le secteur bancaire, où on a le Crédit Agricole qui travaille, là c'est un exemple du Crédit Agricole Centre-France, qui a témoigné ici l'année dernière, il me semble, avec Valérie Canella et Jérémy Boudergue, qui eux sont de la division géomarketing, qui travaillent à la fois sur des exemples qui ressemblent un petit peu à ce que vous avez présenté tout à l'heure, mesdames, sur la connaissance du territoire, les zones de chalandise des points de vente, la spécialisation des points de vente. Vous savez que la banque de détail vit des grandes mutations en ce moment, notamment des spécialisations d'agences, et puis qui sont obligés d'innover. Les crédits agricoles ont notamment inventé la notion de point vert et de sélectionner des partenaires pour eux au sein des bureaux de tabac, des bureaux de vote, des commerçants, etc., dans les territoires ruraux. Donc, ils travaillent aussi sur le suivi des indicateurs de performance. Ils ont fait un petit peu de code. Eux, ils ont utilisé notamment notre API pour interconnecter l'outil géodécisionnaire avec leur box de marketing direct. Et ils se sont rendus compte que les conseillers bancaires ont pu du coup faire un ciblage géographique de leur campagne marketing et que ça a fait un x3 de l'usage de leur box marketing, parce que du coup, ils ont pu cibler géographiquement d'une manière plus fine. Le SaaS, je pense pour le coup, c'est vrai que c'est un très bon exemple d'élargissement de l'usage, avec un web marketing qui est allé là, et ils sont même allés jusqu'à du RH. Oui. Voilà, on le verra, puisque en fait, on le verra tout à l'heure quand on arrivera. Elle est encore plus loin dans l'aspect RH, mais ça avait été initié effectivement dans SaaS en France déjà. Oui, absolument. Vous pourrez effectivement voir ça dans la conférence avec M. Brévet, qui est d'une autre caisse de Crédit Agricole et qui lui va intervenir sur la domaine RH. Un autre cas donc, de Colas, cette fois-ci, qui est intervenu aussi il y a un an, aussi pareil. Je pense que c'était le même d'ailleurs, le même congrès. Où là, en l'occurrence, donc pareil, un historique avec Colas, ils ont suivi en fait, l'évolution de nos technos, de l'usage de Carnet jusqu'à l'usage de la plateforme à la fin. Avec effectivement, premier besoin, la localisation de leur site et de leurs concurrents. Et puis, évaluer justement la rentabilité en fait, des différents sites, l'optimisation de l'implantation de ces sites, et in fine, en fait, gagner des parts de marché. Comment
maintenant en allant jusqu'à intégrer la partie carto dans la réalisation de devis, notamment en fait, pour pouvoir estimer les coûts de transport au mieux et avoir le meilleur positionnement possible, y compris sur les devis par rapport à la concurrence. Donc chez Colas, ce qui est intéressant, c'est qu'on a à la fois une article plateforme qui sert des analystes qui vont produire de l'étude, qui vont d'ailleurs même produire des cartes parfois imprimables. Quand on va dans leur bureau, on a des cartes murales qui sont issues de nos solutions, parce qu'on sait aussi faire du print. On a été à bonne école avec notre filiale de FOLDEX qui est spécialisée les cartes de communication imprimables de grande qualité. Et puis de l'autre, on s'appuie sur la plateforme pour faire un développement spécifique qui est réalisé par nos équipes projet, notamment Martin, ses développeurs font de la salle, qui vont là réaliser des développements à façon pour customiser les applications. Donc, cette fameuse API dont on parlait tout à l'heure, qui est mise à disposition des développeurs, ça peut être nos développeurs aussi, ou ceux de nos partenaires, quand nos clients n'ont pas de ressources disponibles ou quand ils savent très bien que nous, il n'y aura jamais plus efficace que nos équipes pour produire vite. Et donc, on a vraiment quelque chose d'hybride chez eux, à la fois du produit standard en self-service et des applications métiers, où il y a notamment ce qui leur sert à faire des calculs pour leur devis, en calculant le nombre de tours de camions en fonction du profil camion et par rapport à la distance entre les carrières et les chantiers, qui font que parfois ils vont répondre à un appel d'offres, parfois ils ne vont pas répondre parce qu'ils savent qu'ils sont dans les choux au niveau du prix, parfois ils vont assumer un prix relativement élevé parce qu'ils savent qu'ils sont les meilleurs et que de toute façon ce sera pour eux. Donc ça leur permet quand même concrètement d'optimiser énormément leur activité commerciale. Le dernier cas que vous voulez citer, qui fait aussi partie, je crois que ça a été le premier client équipé d'une plateforme, il y a quoi, 2 ans et demi, c'était fin 2017. C'est vraiment l'initiation du projet. Là, la Massif, effectivement, c'est une grande compagnie d'assurance. On aura leur confrère aussi tout à l'heure avec Elena du groupe OBA. On travaille quand même beaucoup aussi avec le secteur de l'assurance, qui sont des gens qui ont beaucoup de données extrêmement précises, qui ont aussi des data scientists dans leurs équipes et qui ont beaucoup de problématiques, à la fois des problématiques d'ordre commercial pour optimiser en fait leur activité commerciale, travailler aussi sur ce qu'on appelle chez eux la sinistralité, c'est-à-dire l'occurrence des risques, puisque c'est quand même bien le nerf de la guerre dans le monde de l'assurance. Et puis travailler aussi sur le climat, parce que là pour le coup, comme genre d'aléas, les aléas climatiques font partie de ceux les plus complexes et les plus coûteux en impact chez les assureurs. Et donc, on a notamment, là par exemple, il nous parlait de la tempête Anna de 2017, pour visualiser le passage de la tempête, récupérer les communes touchées, mettre en place des actions avec des expertises, des déclarations de sinistres, etc. Donc, c'est aussi des problématiques extrêmement variées. J'en profite juste, Hélène, tu parlais de la Massif. On a les gens de Spindata qui sont là aujourd'hui. C'est justement un exemple concret de partenariat qu'on a, puisque nous avons présenté la Massif à Spindata lors de l'événement l'année dernière. Ouais. Ils étaient sur scène et ils travaillent ensemble aujourd'hui sur des projets. Et c'est aussi le cas avec Elsan, qui est aussi présent aujourd'hui, suite à l'événement l'année dernière. Donc, ces événements permettent aussi de développer les partenariats et de présenter nos clients. Et créer des interactions fructueuses, absolument. Merci de ces précisions. Alors, pour synthétiser un petit peu les grands enjeux, les cas d'usage par fonction, hein, si on regarde un petit peu les grands métiers des fonctions qui utilisent, tu peux même afficher tout du coup, qui utilisent article plateforme, on va avoir, ça c'est les métiers qui sont vraiment les plus communément représentés. On va avoir des gens du monde commercial, des ventes, qui vont chercher à avoir une vision d'ensemble de leur business, des opportunités, à fixer des objectifs atteignables à leurs commerciaux terrain, et à équilibrer les portefeuilles de la force de vente. Donc ça c'est notamment
fameuse sectorisation commerciale dont on vous parlera à plusieurs reprises, puisque c'est vraiment un des premiers motifs d'achat et c'est vraiment une expertise arctique qu'on ne cesse en plus d'étoffer. Les gens du marketing, ce qui les intéresse en général, c'est d'améliorer la connaissance client, la fidélisation et la prospection. C'est de piloter le développement de leur réseau, ça c'est le côté vraiment géomarketing, d'identifier les zones où s'implanter avec succès. Donc on a aussi évidemment beaucoup de personnes du marketing. Au niveau de la DSI, les gens qui travaillent avec nous cherchent à répondre aux besoins d'innovation des métiers et de plus en plus de venir à leur rencontre pour leur proposer des solutions. On a vraiment le métier de l'IT ces dernières années a énormément changé. C'est un petit peu éloigné de l'infra pure pour travailler vraiment sur de l'innovation avec les métiers. D'assurer la gouvernance et la sécurité des données. Inutile de vous dire que le fait que l'on soit en France, qu'on héberge notre cloud en France, ainsi que nos serveurs dédiés, et qu'on ait des partenaires qui sont ici, notamment des hébergeurs de données de santé ou autres, c'est extrêmement important dans cette démarche. Et puis, bien sûr, nos interlocuteurs de l'IT, ce qu'ils cherchent, c'est des solutions robustes, fiables, évolutives et interopérables. On parlait tout à l'heure de, tu citais notamment le côté authentification, SSO, etc. On a parlé des interconnexions avec les bases de données. Aujourd'hui, on a des connecteurs, mais on a surtout des mécanismes qui permettent d'actualiser les données aussi souvent qu'il le faut. D'ailleurs, la réalité du terrain est souvent beaucoup moins fréquente qu'on l'imagine. Souvent, les clients nous demandent du temps réel et quand on met en place le projet, ils font des actualisations mensuelles. Mais bon, c'est pas notre problème. En tout cas, on sait actualiser les données comme il faut. Au niveau des RH, par exemple, le client qui est arrivé en bonne nouvelle hier, qui est l'armée de l'air et de l'espace, c'est la division RH. C'est dans le cadre de leur projet RH 4.0 qu'ils nous ont choisi. C'est suivre des indicateurs, des effectifs, de l'absentéisme, de l'accident du travail, des pyramides des âges, de la diversité. C'est définir des stratégies, des plans d'action en matière de RSE. On a remarqué cette année, n'est-ce pas Philippe, une explosion des besoins clients sur la thématique RSE. Par exemple, identifier comment les salariés d'une usine viennent au travail, est-ce qu'ils viennent en voiture, seuls ou en covoiturage, en transport en commun, est-ce que je peux leur donner une prime mobilité pour qu'ils achètent un vélo, ou encore quel est mon impact carbone de mon activité logistique et comment je pourrais la réduire. Gestion prévisionnelle des emplois et des carrières, évidemment, recrutement, formation, là encore, on fait des bilans, des entretiens professionnels, on a tous nos gens qui émettent des besoins de formation. Alors, comment est-ce que je peux géographiquement les regrouper pour mettre en place des stages qui vont maximiser leurs résultats et minimiser les coûts. C'est assez évident, c'est très opérationnel et ça fait gagner beaucoup d'argent dans les entreprises. La supply chain, on a un certain nombre de spécialistes de la supply chain aujourd'hui. J'ai croisé Gilles Ballet, peut-être plus dans la salle. Ici, par contre, je ne le vois pas. Voilà, Gilles, par exemple, qui a de nouveaux partenaires spécialistes de la supply chain. Les clients cherchent évidemment à maîtriser les flux de marchandises, à savoir qu'une des fonctionnalités de carte des données, c'est de représenter les flèches de flux qui sont issues de traitements de matrices, donc c'est assez costaud techniquement, mais l'utilisateur ne voit que le plaisir de choisir la couleur et la courbure de sa flèche, donc c'est plutôt sympa. Optimiser les coûts de transport tout en respectant des délais de livraison, implanter un hub par exemple dans un lieu optimal. Et puis on a un besoin qui ne cesse de croître et qui nous amène notamment dans le secteur public et assimilé, en tout cas qui correspond aux besoins de tous les gens qui sont des chefs de projet, des chargés de mission. On a eu pas mal, je cherche où est Mathias, merci, on a eu pas mal de clients ces derniers mois dans le secteur du tourisme, par exemple, qui cherchent, notamment avec la crise qu'ils ont vécue, avec le Covid, ils ont été extrêmement innovants. Voilà, donc comment attirer les visiteurs. En France, du coup, ils ont été plutôt bien lotis parce que comme personne n'a pu aller à l'étranger, on a redécouvert les trésors cachés de nos territoires. Donc, les observatoires, on a aussi notamment où est-ce qu'il est Thomas?
Voilà. Dehors. Ok, parce que le CNDIFF, un truc dans le genre, qui est donc, voilà pourquoi je ne voulais pas le dire sur un qui est effectivement l'organisme qui promeut le droit des femmes, qui a choisi notre outil pour produire un observatoire qui est extrêmement efficace. Aussi la DHISCS, c'est dont j'ai réussi, Hauts-de-France, qui a aussi d'ailleurs travaillé avec la préfecture pour mettre en valeur un outil qui est en ligne et qui permet de savoir où se diriger quand on a des problèmes type violence sexuelle à gauche. Donc, les observatoires, c'est vraiment une bonne manière d'utiliser aussi Arctic Platform pour centraliser les données, les rendre accessibles à tous, mettre en valeur les études réalisées et mettre en œuvre des politiques publiques. On a évidemment sur notre site, dès la page d'accueil, un très bon exemple d'observatoire, c'est celui qui promeut les informations sur la crise Covid France et internationale, qui est actualisée chaque jour de manière automatisée par les flux publics et que vous pouvez suivre, vous l'avez probablement déjà vu, suivre aussi bien sur votre ordinateur que sur votre smartphone. Donc voilà un petit peu les grands cas d'usage d'Arctic Platform aujourd'hui chez nos clients. Donc nos 120 premières plateformes, elles se trouvent toutes quelque part par là, et parfois c'est mélangé. Alors les atouts différenciateurs, pourquoi en fait les clients vont choisir notre solution plutôt qu'une autre? Parce que typiquement, comme le disait Jean-Antoine en introduction et comme le suggèrent nos bulles de positionnement où on est à l'intersection et même en supplément des SIG et de la BI, quand on est sur des projets Arctic Platform, on peut tout à fait se trouver en compétition avec des acteurs de la DSIG, avec des acteurs de la Business Intelligence. Comme ce sont des projets qui sont un peu plus volumineux, on passe à la mobilette, on part dans tous les sens, on nous fait remplir des fichiers Excel avec 50 onglets sur la sécurité informatique, les process et le reste, que ce qu'on fait avec beaucoup de joie et de rapidité, souvent en anglais d'ailleurs, même quand les gens sont français, les interlocuteurs comprennent à peu près autant que nous le sujet. C'est pas grave, ça marche très bien. En fait, on s'est rendu compte que les trois thèmes qui font qu'on est choisi, qu'on est sélectionné à l'issue de ces benchmarks, c'est le fait que la solution va être pilotée par les métiers. Donc, quand on parle des métiers, ce sont les gens qui sont au quotidien dans l'opérationnel, dans le marketing, dans le commerce, dans la RH, dans la supply chain, etc. Ça veut dire que c'est souvent les métiers qui vont être le leader du projet, même si les gens de l'informatique sont toujours là pour les épauler, pour les guider, c'est quand même souvent des projets guidés par les métiers. C'est aussi parce qu'on peut déplacer le fait d'avoir un reporting pour aller au-delà, et notamment faire des simulations, décider, tester, agir. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde a dans son entreprise des solutions de reporting qui leur donnent une vision de la réalité la plus exacte possible, la plus unifiée possible. C'est déjà formidable. Et une fois qu'on a constaté quelque chose, ce qui est intéressant, c'est de se dire, bon bah ok, maintenant c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? On réalise des simulations, on a différentes hypothèses, on utilise la rigueur scientifique nécessaire pour douter de chacune et les mettre en perspective, on interroge le terrain pour ajouter leur avis, évidemment, et puis derrière, on améliore les prises de décision, et il y a une question d'agilité dans cette mise en œuvre. Puis enfin, effectivement, vous le disiez tout à l'heure d'ailleurs quand on vous a posé la question de savoir si vous aviez comparé les deux solutions, il y a pas mal de solutions aujourd'hui qui fonctionnent bien, notamment celles qui sont gratuites ou open source, etc., qui sont forcément attirantes par nature, sauf que derrière, si on est obligé de recruter une armée de développeurs qui doivent contribuer à tout ça et qui doivent faire du code toute la journée, c'est un autre projet. C'est un autre choix stratégique. Là, le fait qu'on se soit
code-free ou no-code, comme ils disent maintenant, dans leur petit jargon, ça permet effectivement de mettre en valeur cet effet extraordinaire. Aujourd'hui, entre le moment où on fait un test, un essai, un prototype, et le moment où on lance le projet, il se passe entre 1 semaine et 3 mois. C'est en fonction des process. Vous verrez d'ailleurs dans les interventions clients, on leur a demandé des LOI précis avec des nombres de jours, du temps, etc. On est épaté de voir la rapidité avec laquelle les utilisateurs prennent en main les solutions. Donc voilà, pour résumer, dans Arctic Platform, vous retrouverez l'organigramme qui est l'ADN d'Arctic, qui est notre marque de fabrique et qui est ce schéma interactif et itératif qui permet d'illustrer la pensée, de modéliser les analyses, de les retoucher en permanence pour les mettre à l'épreuve et obtenir la meilleure. Vous pourrez faire de l'optimisation territoriale, notamment avec des calculs de temps de trajet, faire des simulations. Vous pourrez faire du reporting, parce qu'en fait on s'est rendu compte que afficher des tableaux et des graphiques, c'est souvent moins compliqué que de traiter des cartes. Donc on a ajouté beaucoup ces derniers temps de graphiques, de tableaux, de courbes, de jauges et autres éléments, parce que tout n'est pas cartographiable non plus. Et puis enfin, vous pouvez produire des apps, des applications métiers, directement dans votre environnement Arctic Platform sans changer d'outil. Aujourd'hui, à l'intérieur du même outil, vous produisez un rapport, une application web, une application métier, et vous n'êtes pas obligé de changer d'outil. Effectivement, et puis comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pensé pour le système d'information, c'est-à-dire que c'est vraiment axé sur les DSI et ça s'appuie en fait aux règles et aux contraintes en fait, des différents DSI qu'on peut avoir, que ce soit en termes d'administration, de collection, annuaire, d'authenticité. Donc, pour terminer rapidement, parce que je pense qu'on va être un petit peu en fin de timing, Camille, ça ne m'étonne pas trop en même temps. Vous avoir mis tous les deux, c'était un risque. Donc, comment se lancer? C'est tout simple. Comme dans n'importe quel projet, vous définissez vos objectifs. Vous travaillez surtout sur qui seront vos utilisateurs finaux, dans quel contexte est-ce qu'ils évoluent, qu'est-ce qui est important pour eux. Vous listez vos contraintes techniques, vos ressources, etc. Vous réalisez un pilote, ce qui est hyper facile avec l'environnement carte et données. On a même des clients qui sont aujourd'hui en carte et données online, qui font un premier pilote et ça leur donne la possibilité de convaincre pour passer en plateforme. Ensuite, c'est la DSI du coup qui prend le relais pour pouvoir mettre en place l'environnement adapté. Donc, quel niveau de sécurité, quel serveur, est-ce qu'il est réussi ou est-ce que c'est nous qui assurons l'hébergement sur le serveur dédié, quel niveau de sécurité, quelle authentification. Et ça, en l'occurrence, on a une équipe en fait, parce qu'on parlait justement de 2015, en fait, la nouveauté aussi à l'époque, ça a été de mettre en place une vraie équipe DSI, qui est composée de 3 personnes. Et là d'ailleurs, il pourra répondre aux questions aussi, pour pouvoir justement avoir un interlocuteur spécifique aux IT de votre vie. Et puis après, du coup, en quelques semaines, il n'y a plus qu'à déployer ensuite auprès du réseau, auprès des clients. Généralement, ça se fait par ça, avec plusieurs niveaux de strates au sein de nos clients. D'abord, on va dire les niveaux intermédiaires, certains régionaux, avant d'aller vers tout le monde. En s'appuyant généralement sur des pilotes qui vont tester la solution avant justement la valider et la développer. Voilà, écoutez, on vous remercie pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions sur ce thème d'Arctic Platform et de la plateforme de Location Intelligence? J'aurais une petite précision sur la partie administrateur. C'était par rapport au log d'utilisation, quand l'administrateur peut regarder ça, est-ce qu'on a le détail en fait par Wizard ou par Atlas, etc. Tout à fait. En fait, je vous ai montré des graphiques synthétiques. Il y a quelque chose aussi de télécharger sous forme de fichier.
l'ensemble des connexions. Donc c'est l'ensemble des connexions de chaque utilisateur à quoi. Et donc chaque wizard de chaque Atlas est fini par Microsoft. Et ensuite pour l'Atlas, il y a aussi un niveau supplémentaire qui est en fait, lorsqu'on crée un Atlas, on peut configurer et dire enregistrer les logs. Et là, dans ce cas-là, c'est carrément quelle carte dans l'Atlas est utilisée. Et ça me permet d'apporter juste une précision sur un point qu'on n'a pas encore abordé, qui est la notion notamment de performance économique de l'application et de rentabilité et de pricing. Nous, on a dû rajouter des logs pour savoir comment c'était utilisé. La plupart des solutions concurrentes du marché se sont posées la question très vite, parce qu'en fait, leur modèle de tarification en général est à la consommation. On a volontairement choisi chez Arctic de ne pas faire payer nos clients à la consommation, c'est-à-dire plus je regarde une carte, plus je zoome, je dézoome, plus je fais une zone de chalandise, je tape 45 minutes, je lance, ah non, finalement j'ai mis 48 minutes, tape, bling, 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 j'ai le compteur qui tourne. Nous, on n'a pas choisi de rendre notre chef de projet client victime de son succès et pétocher dans les couloirs quand il est super content que son application marche en disant purée, je vais me faire allumer par ma gestion budgétaire parce que je suis en train d'exploser le budget qu'on m'a alloué. On a fait un choix, nous, qui est de dire vous achetez des licences, vous avez des rôles et un expert peut produire autant que l'application veut. C'est hyper important parce qu'en termes d'esprit, de culture d'entreprise, on a un fondateur qui est un entrepreneur et qui a une innovation. C'est pas pour punir ceux qui marchent et ceux qui ont du succès. Donc ça, c'est quand même à garder aussi en tête, c'est que avec ces modèles-là, alors évidemment, si jamais ils ont 50 commerciaux, ça fait 50 licences explorateurs, puis si un jour ils rachètent une boîte puis ils gagnent 200 commerciaux, ils auront peut-être 200 licences. On peut se dire qu'avec les 200 commerciaux, ils gagneront plus d'argent qu'avec les 50. Donc c'est gagnant-gagnant. Et ça fait partie des choses qui sont intéressantes. Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est toujours une petite ambiguïté chez moi. Quand vous dites serveur dédié sur plateforme, les données elles peuvent être hébergées sur un serveur d'un hôpital, par exemple, où il faut que ça passe chez vous. Alors ça peut être je vais essayer de dire c'est intéressant ça. Parce qu'en plus, en fonction du vocabulaire des clients, il y en a qui disent serveur dédié, il y en a qui disent cloud. Voilà, parce que c'est jamais bien précis. Dans les hôpitaux, à un moment donné, on vous a demandé d'envoyer les données Covid. Donc on l'a fait au départ, en mars, avril, et puis après, comme ça s'est un peu atténué et que on sait que ça part chez Microsoft, donc on a arrêté. Parce que ça nous gênait quelque part. On était entre une balance entre l'utilité d'analyser les données au niveau national et les coûts des données qui partent, c'est pas trop zoom. Donc c'est toujours quelque chose de. Et oui, le vocabulaire n'est jamais très clair, on ne sait jamais bien. Donc nous, la notion de serveur dédié, on peut avoir un serveur dédié que vous gérez, c'est installé chez vous, c'est la notion on-premise, vous gérez le serveur, et comme le disait Nicolas, on peut aussi héberger. Donc dans ce cas-là, vous avez un serveur dédié. Lors de la phase d'installation, on fait toujours des réunions de cadrage pour savoir du coup le niveau de sécurité que vous souhaitez mettre en place. On peut très bien avoir des serveurs dédiés où il y a seulement, je vais être un peu technique, mais les gens du site ou du client qui vont pouvoir accéder au serveur uniquement. Dans certains cas, il y a les personnes, elles, du client vont accéder à pas mal de fonctions et les notions de l'Atlas grand public vont passer par un autre flux. On va pouvoir mettre des choses différentes. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le serveur est uniquement dédié pour vous. Donc ça veut dire qu'on a essayé de différencier le cloud mutualisé, qui a des intérêts, des avantages en termes de coût, mais qui a des limites en termes d'utilisation. Et le fait de, encore plus avec la RGPD, pouvoir avoir des environnements qui sont propres à nos clients, soit parce qu'on gère l'hébergement, soit parce que le client gère lui-même l'hébergement. Et dans ce cas-là, vous avez une maîtrise de ce qui est fait. Et on peut vous cartographier les flux qui vont transiter. On peut aussi d'ailleurs, quand on parle d'un serveur dédié, ça peut être hébergé chez un partenaire de votre choix qui va s'occuper de tout ça, qui va être par exemple peut-être agréé pour des données de santé. Et c'est vrai qu'on a constaté un succès assez inespéré de notre capacité à héberger les serveurs de nos clients. Pour la petite anecdote, quand on avait monté l'offre, on avait dit qu'on aura CD online pour le cloud mutualisé, pour les clients qui ont moins de 5
analyste. Et puis, on aura la solution externellement dédiée, donc soit chez le client, soit qu'on pourra héberger si il préfère. Je te dis, bien sûr, on n'hébergera pas les données des secteurs les plus sensibles. Bon, les 2 premiers clients qui nous ont confié l'hébergement de leurs données, c'était le ministère de la Santé et une banque. Je te dis, tiens, là, on a raté un truc. C'était finalement pas si surprenant, bon, non seulement parce qu'on a des très bons gars, l'équipe IT qui les ont rassurés, qui leur ont mis en place la solution qu'il fallait, mais aussi parce que ce sont des gens extrêmement matures sur la gestion des données. Et eux, quand on dit qu'on va gérer de la donnée anonymisée, par exemple, ils savent le faire. C'est fastoche, c'est déjà dans leur process. Donc, ils choisissent quel type de données ils vont conserver en local, ils vont pouvoir stocker sur un serveur mutualisé ou dédié. Et en fait, ils sont extrêmement à l'aise avec ça. Et je me permets quand même de rappeler, parce que ça, c'est quelque chose qui est assez original aussi dans notre galaxie d'éditeurs, que Carte Données Desktop, qui est donc l'outil de conception de l'analyste qui s'utilise sur son propre poste, déconnecté de toute connexion avec le monde extérieur, existe toujours. Donc, il est tout à fait vivant et robuste. Et il est compris d'office dans le package de licence, aussi bien de CD Online que d'Arctic Plateforme. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, quelqu'un qui va être un consultant, par exemple, qui va travailler sur un sujet sensible, où il n'aura pas le droit de diffuser ses données, et il sera sur un poste crypté avec ses fichiers en local, va pouvoir récupérer son carte de données desktop, travailler en toute confidentialité, vraiment sur un poste étanche, sans aucun problème.